Vous êtes à l'écoute de Radio J, comme tous les jours. Merci de votre fidélité. Place à présent un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les jours, de Christophe Dard. Et avec Christophe, nous poursuivons ce matin notre épisode consacré à la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, la plus grande arrestation de Juifs de la Seconde Guerre mondiale. En moins de 2 jours, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, ont été arrêtés par près de 4 700 policiers. Nous avons évoqué la dernière fois la préparation de cette rafle lors des négociations entre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy. Si les Juifs français, les enfants et les personnes âgées étaient à un moment exclus de cette rafle, eh bien ce sont finalement tous les Juifs qui sont concernés par cette opération, sans, Christophe, la moindre distinction. Le 16 juillet, alors que depuis 4 heures du matin, les Juifs sont raflés à Paris par la police française, près de 4 900 Juifs sont déportés au camp de Drancy. Il y a une cinquantaine d'autobus requis auprès de la compagnie du métropolitain, l'ex-RATP. Et les autres, la majorité, est envoyée vers le Vélodrome d'hiver qui sert de prison provisoire. Alors justement, on va parler du Vélodrome d'hiver, un stade construit en 1909 dans le 15e arrondissement de Paris qui peut accueillir 17 000 spectateurs. Le Palais des Sports de Grenelle accueille avant la Seconde Guerre mondiale de nombreuses manifestations sportives, principalement des courses cyclistes et des matchs de boxe, mais aussi du tennis, du basket, du hockey sur glace et du patinage artistique. Ce haut lieu des fêtes populaires et sportives effectivement de la capitale sert de cadre même au Noël du Maréchal, organisé quelques mois avant la rafle en décembre 1941, donc dans le Paris occupé par le maréchal Pétain, avant de devenir donc le théâtre de l'enfer, puisque c'est là que 8 160 personnes, 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1 129 hommes y sont parqués pendant 5 jours, sans nourriture, sans couchage et avec un seul point d'eau. Un éclairage violent jour et nuit empêche tout sommeil. La chaleur est étouffante, une odeur épouvantable règne et un bruit infernal de cris et d'appels de haut-parleurs est permanent. Oui, vous le dites, théâtre de l'enfer, seuls 3 médecins et une dizaine d'infirmières de la Croix-Rouge sont autorisés à intervenir. Et un tract clandestin écrit « Les WC au nombre d'une dizaine furent rapidement bouchés, ils débordaient et inondaient les internés. Cette situation n'a pas tardé à déchaîner une série d'évanouissements, de crises de nerfs, de poussées de maladies. » D'ailleurs, on le sait, au Veldiv, il y a eu plusieurs cas de folie, des tentatives de suicide, une trentaine de morts, dont plusieurs enfants. Les Juifs qui tentent de s'enfuir du Veldiv sont tués sur le champ de ces événements tragiques. Il n'existe qu'une seule photographie, identifiée par Serge Klarsfeld en 1990, montrant des autobus stationnant devant le Veldiv. Les prisonniers sont conduits dans les camps de Drancy, les autres à la gare d'Austerlitz, à destination des camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers dans le Loiret, au sud de Paris. D'abord utilisés comme camps pour les prisonniers de guerre, ils sont depuis plusieurs mois des camps d'internement pour les Juifs arrêtés lors des rafles comme celle du Billet Vert en mai 1941. À Pithiviers et Beaune-la-Rolande, des convois sont déjà partis vers les camps de la mort lorsque les prisonniers du Veldiv arrivent sur place. Dans ces 2 camps de transit, les conditions de vie sont humiliantes, aucune hygiène et de maigres rations de nourriture. Dès le 17 juillet 1942, alors que la rafle se poursuit à Paris, c'est depuis les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande que le convoi numéro 6 déporte 928 Juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. C'est le premier convoi à avoir transporté autant de femmes et d'enfants. Un mois plus tard, le 17 août, a lieu la déportation en masse des enfants, en très grande majorité français, dont les parents avaient déjà été déportés. Environ 1500 enfants du camp de Beaune-la-Rolande font partie du convoi numéro 20 qui les achemine à Drancy dans des conditions épouvantables. En tout, 4464 internés du Loiret, dont 3081 enfants sont convoyés à Drancy et pour le plus grand nombre, aussitôt déportés et assassinés à Auschwitz-Birkenau. Cette rafle du Veldiv représente à elle seule plus du quart des 42 000 Juifs envoyés de France à Auschwitz en 1942 et 1/6 des 76 000 Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur les 13 152 Juifs arrêtés, moins de 100 adultes et aucun enfant ne survivent à la déportation vers Auschwitz. Les rares survivants sont celles et ceux qui ont pu s'en sortir avant le départ des convois. Parmi la poignée de survivants, Annette Muller, que l'on a pu entendre dans le précédent numéro de l'histoire des Juifs de France. Elle a 9 ans au moment de son arrestation avec sa mère et son petit frère. Ils sont menés au Vélodrome d'hiver, puis à Beaune-la-Rolande. La mère d'Annette est déportée à Auschwitz en août 42, alors qu'Annette et son frère sont internés à Drancy. Son père va réussir à les faire sortir du camp et ils sont confiés à une maison d'enfants tenue par l'Union Générale des Israélites de France. Annette Weinstein-Landauer est arrêtée avec son père et son frère le 16 juillet 1942. Sa mère n'est pas arrêtée, ne portant pas le même nom. Ils sont emmenés au Vélodrome d'hiver, puis dans des baraquements au camp de Pithiviers avant le transfert à Drancy. La mère d'Annette obtient la libération de toute la famille grâce à leur nationalité roumaine qui fait à ce moment-là encore partie
partie des nationalités protégées. S'en suivent 2 années de clandestinité. Sa mère, qui n'avait pas été faite prisonnière au moment de la rafle du Vel-d'Hiv, sera malheureusement arrêtée et déportée en juin 1944. Annette apprend 3 mois plus tard que sa mère ne reviendra pas. Son père, ne pouvant s'occuper d'elle, l'envoie à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, à la maison d'enfants des éclaireurs israélites de France, où elle retrouve son frère jusqu'en 1946. Autre survivant, un certain Joseph Weissmann, il a 11 ans au moment de la rafle, interné au camp de Beaune-la-Rolande. Il parvient à s'évader avec un ami, Joseph Kogan, alors qu'ils sont tous les deux dans un wagon prêt à partir par Auschwitz. C'est que le camp est ultra sécurisé. Il a raconté son évasion il y a quelques semaines dans l'émission La Grande Librairie sur France 5. On ne savait pas du tout comment s'y prendre, on s'est rencontrés. On s'est dit, comment on fait ? Viens, on y va. Et nous voilà partis vers les barbelés, parce que la veille, on a fait une tentative, puis tout d'un coup, il y a eu 300 ou 400 gosses qui étaient autour de nous, parce qu'il n'y a pas de distraction. Puis naturellement, les gendarmes sont arrivés tout de suite, et on a eu le temps que de se tirer. On avait les petites pattes, on courait vite. Un baraquement, vous savez, il y a une porte d'un côté, une porte de l'autre. On en a traversé autant, on les a semés. Et le lendemain, on s'est retrouvés en disant, on s'y est pris comme des imbéciles. On va s'évader de nuit, parce que de jour, c'est pas possible. On a dit de nuit, ça sera pas possible non plus. Comment on va voir les barbelés? Comment on va les écarter? Parce qu'on n'a pas fait un souterrain. On a essayé de faire une espèce de tunnel là-dedans. Et puis, il y en a un de nous deux qui a dit, si, il y a un moment où le camp est vide. Il faut y aller quand le camp est vide. Il y a un seul moment, c'est à midi, quand on donne le seul repas de la journée, à la baraque de ravitaillement. Et c'est là qu'à midi, on est rentré dans les barbelés, au pied d'un mirador, qu'on a mis à peu près 6 heures, 5 heures ou 6 heures. Écoutez, c'est pas compliqué, on est mois d'août, on est rentré à midi, le soleil commençait déjà à décliner. Je me rappelle comme c'était hier. Et on a mis 6 heures à traverser. Joseph Weissmann, l'un des rares survivants de la rafle du Vel-d'Hiv. Alors même si les rumeurs d'une rafle avaient couru dans les jours précédents et que cela a permis à des policiers et à des Parisiens quand même de protéger des Juifs et de les cacher, les arrestations se sont faites dans l'indifférence générale et beaucoup de personnes ont pratiqué aussi la dénonciation. Ouais, effectivement, et signe d'ailleurs de cette ignorance, c'est presque tout un symbole, ce qui est devenu le Vélodrome d'hiver, qui redevient moins de 3 mois seulement après la rafle, qui est donc, on peut dire, un passé inaperçu, une salle de sport, qu'elle était donc avant-guerre, puisqu'en octobre 1942, Marcel Cerdan, il remporte le titre de champion d'Europe de boxe, catégorie poids moyen. Après-guerre, le Vel-d'Hiv accueille des épreuves équestres, des courses de taureaux, des défilés de mode, des championnats de patinage artistique, mais aussi des Algériens, sur ordre de Maurice Papon, d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, alors qu'il est préfet de police de Paris. Rappelons d'ailleurs que pendant la guerre, Maurice Papon a été secrétaire général de la préfecture de Gironde et a aidé à l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, d'où ils sont ensuite acheminés vers Auschwitz. Finalement, après toutes ces années où donc le Vel-d'Hiv est redevenu un site de sport et de spectacle, il sera définitivement détruit en 1959. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France, et nous verrons au prochain numéro toujours consacré à la rafle du Vel-d'Hiv que cette opération mettra du temps finalement à être reconnue en effet comme un épisode important de la déportation des Juifs.